dans une réunion du SPUL où on parlait des différents présidents, il y a M. Joly. Il dit, lui, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas de quel lieu il arrive, mais il a l'air correct. Parce que personne ne m'a jamais posé cette question. Puis, personnellement, ça ne m'est jamais apparu une chose importante. Mais dans le fond, ça l'est plus parce que ça définit en gros ce qu'on fait. Moi, je viens d'un milieu ouvrier. C'est peut-être assez différent de la plupart des gens qui sont dans le milieu universitaire. Et comme j'avais des résultats scolaires acceptables, on m'a suggéré, après avoir passé des tests, d'aller en direction d'un collège classique. C'était l'Externat classique de Longueuil qui venait d'ouvrir dans la région, parce qu'on n'avait pas sur la rive sud, où j'habitais, d'école postsecondaire, sauf des écoles de religieux, etc. Puis même l'Externat classique de Longueuil, c'était des franciscains qui ont ouvert ça pour essayer de rejoindre une autre partie de la population que, je me suis retrouvé là. J'ai fait un cours classique à cet endroit. Et déjà à cet endroit, j'essayais de m'affirmer de façon que je fais peut-être encore aujourd'hui. J'écrivais des textes puis des poèmes, puis j'ai collé sur les murs en dehors des salles de classe. Puis là, ça n'a pas plu au recteur. En fait, il ne s'appelait peut-être pas le recteur, mais il y avait ce statut-là, le père Porter. Et il a voulu me mettre dehors. Et ils ont eu une réunion entre eux autres, puis il y a trois profs qui ont dit non, au contraire, c'est original, il écrit, puis il met ça sur les murs. Donc, déjà, j'étais dans une perspective d'affirmation, d'idées nouvelles, dans un milieu totalement différent de celui d'où je venais. Et j'ai fait ça après j'ai fait ça toute ma vie. Et j'ai été frappé quand j'étais en philo par... c'était dans un cours de sciences religieuses. On a tous dit en classe qu'on n'en veut pas. Et celui qui donnait ce cours-là, il arrivait de Louvain. Et il avait été formé aux approches de Claude Lévi-Strauss. J'ai lu du Lévi-Strauss, on a discuté de Lévi-Strauss, puis c'est ça qui m'a amené à l'anthropologie. Et à un moment donné, il fallait bien que je prenne une décision après le collège classique, d'aller dans le milieu universitaire, mais il faut que tu t'alignes sur une chose. Moi, j'ai pris l'anthropologie. Personne ne savait ce que ça voulait dire dans ma famille. Parle d'anthropologie à mon père ou à ma mère, des gros points d'interrogation. À mes frères et sœurs, même chose. Et je me suis retrouvé là-dedans et ça a marché plus ou moins assez bien. Donc, encore là, j'ai pris de l'espace. J'ai fait une maîtrise et je me suis retrouvé à la Désirade en train de faire une recherche sur la famille matrifocale. Et là, j'ai découvert des choses qui, à cause peut-être de mon regard venant de milieux autres, n'avaient pas été tellement mises en relief. Et j'ai fait une maîtrise de bonne qualité. C'est un article là-dessus qui a été publié et qui a été bien reçu par des anthropologues qui travaillaient sur ce secteur. Donc c'est comme ça que, j'ai continué. J'ai voulu m'inscrire après pour faire des études doctorales, après avoir travaillé pendant un été, peut-être deux, je ne me souviens pas, au moins un, avec Gabriel Gagnon aux îles de la Madeleine, où j'ai découvert les îles de la Madeleine, et avec beaucoup de points d'interrogation sur le type d'analyse qui était présenté dans le projet de Gagnon. Moi, j'avais d'autres types d'interrogations sur la façon dont, au Havre-Maison, je ne sais pas si c'était allé déjà aux îles de Madeleine, mais au Havre-Maison, il y avait un dynamisme qui était un peu différent de celui qu'on peut trouver ailleurs sur les îles. Puis là, j'ai essayé de comprendre ça. Bon, ça m'a amené à un projet de doctorat. J'ai postulé pour étudier à Paris avec Godelier sur ce sujet-là. J'ai eu une bourse, tout ça, mais il y a eu mai 68 qui a fait que j'ai eu une lettre du gouvernement du Québec me déconseillant de me rendre faire mes études à Paris. Bon, là, j'ai postulé à l'Université de Montréal
Et le comité d'acceptation des candidatures, dans un premier temps, dit oui, mais le directeur a dit non. Dans un deuxième temps, il a dit oui, le directeur a dit non. Dans un troisième temps, ils ont dit non. Parce que j'avais un certain leadership à l'intérieur du groupe d'étudiants. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a eu le cas Bellito, là, qui a été assez marqué dans cette période-là. Il y a eu des grèves en anthropologie, etc. Moi, j'étais totalement en dehors de ça. Je ne savais pas qu'est-ce qui se déroulait. Tout ce que je savais, c'est que j'avais été refusé. Et j'avais été refusé par Dubreuil, qui était le directeur, et c'est Dubreuil que j'avais critiqué dans ma maîtrise sur la désirade, parce que j'avais déconstruit son approche explicative. Là, d'autres personnes, dont Rémi Savard, a fait des représentations auprès de Salisbury à McGill. Puis là, Salisbury m'a accepté à McGill et j'ai fait un doctorat avec Salisbury sur les îles de Madeleine. Et Salisbury, par hasard, non pas par hasard, mais moi je ne savais pas, était une personne qui communiquait avec Godelier, qui était dans des lignes de pensée assez analogues. Donc, comment? Après ça, mais après avoir fait des recherches aux îles, j'avais travaillé beaucoup sur le système coopératif. J'ai postulé au gouvernement du Québec, à un ministère des institutions financières, puis il y avait un service des coopératives. Je me suis retrouvé dans le service des coopératives. Et encore là, j'ai eu des petits problèmes parce que je poussais un peu trop dans un dossier où le vrai pouvoir des coopérateurs était affirmé plutôt qu'une gestion, parce qu'on m'avait demandé, c'est donc d'organiser une coopérative à Anticosti, parce que ça permettrait de calmer les gens. Moi, je dis pas question que je fasse ça. J'ai appelé plutôt des personnes à Anticosti, puis je leur ai expliqué ce que le gouvernement voulait faire. Bon, ça n'a pas été tellement bien reçu. Même chose quand il y a eu un projet de coopérative pour acheter le soleil. À l'époque, il y avait eu ce problème-là. Il revient aujourd'hui, là, mais ça va donner à peu près... Bon, en fait, ça peut donner différemment. Ça va dépendre comment le fonds de retraite va être géré. Mais, et là aussi, j'avais critiqué, parce que là, c'était une coopérative pour acheter le soleil par les acheteurs du soleil. Ils payaient une pièce, puis devenaient membres, puis ils prenaient le contrôle. Tu sais, tu n'avais pas de fonds là, qui étaient investis. Donc, de là, donc, je suis forcé un peu aussi à pousser partout où j'allais, comme j'amenais des idées un peu différentes, mais je me faisais tasser. Et là, je me souviens, j'ai eu même la visite 2 fois de la Sûreté du Québec pour des déclarations dans les médias concernant le gouvernement, etc. Donc, tu vois, après, là, moi, j'avais... Tu sais, je fonce, je dis des choses que je pense correctes. Bon, la censure, ça ne m'intéresse pas trop. Là, le directeur du service, il m'a trouvé une job à Montréal, à l'Université de Montréal, comme directeur il voulait que je disparaisse de la carte, comme directeur de la formation permanente ou formation des adultes, je ne me souviens pas. Je n'ai pas postulé à ça. J'étais avec ma conjointe à l'époque et elle venait juste de se trouver un emploi à Québec. Là, si je m'en vais là-bas, on a un petit problème d'ajustement de couple. Et ça ne m'intéressait pas non plus d'entrer dans une porte éducation permanente plutôt qu'en anthropologie. Là, j'ai vu qu'il y avait des postes à l'Université Laval. J'ai postulé, j'ai obtenu le poste, je me suis retrouvé là. La grève est déclarée le lendemain où je suis embauché. Et c'est comme ça que j'ai connu le SPUL. J'ai connu toute la dynamique du SPUL. Je me souviens très bien à l'époque. Quand tu as travaillé à comprendre les dynamiques internes aux îles de la Madeleine, le pouvoir des coopératives, tu regardes un syndicat aller et tu te dis, ouais, mais c'est pas mal dans ma ligne, ça. Et j'ai écrit même un article qui est paru dans Le Devoir à l'époque de la grève, un long article qui a été bien reçu. J'en ai écrit un autre avec Michael Elbaz, qu'on avait écrit ensemble durant la grève.
Puis après, mais je me suis impliqué de façon constante au SPUL. J'ai été sur le comité, au tout début, j'étais sur le comité des relations externes, là, qui appelait, là, dans la communauté. Là. On avait contribué à fonder la première maison pour l'avortement à Québec. Et une autre chose que j'ai faite après, ça a été de travailler au comité de grief avec, à l'époque, c'était deux avocats qui étaient membres du comité, puis il y avait un anthropologue. Avec les avocats, t'apprends, c'est injonction, tac, tac, tac. Et tu découvres un autre univers de... C'est ça, j'ai apprécié beaucoup et j'ai appris beaucoup. Et après, mais je me suis retrouvé, de mémoire, je ne me suis pas trouvé directement impliqué avec le SPUL, mais j'étais toujours sur un comité. Ramzi Salamé a quitté. J'ai eu un appel d'une personne déléguée par l'exécutif qui est resté lui en place. Et on me demandait si j'étais intéressé à devenir président ou à postuler pour devenir président. Là, je connaissais... Ah oui, j'avais été aussi sur le conseil syndical avant, donc délégué d'anthropologie. Donc je connaissais un peu le fonctionnement, puis je le trouvais plus ou moins à mon goût, parce que c'était des conseils syndicaux qui commençaient à 1 heure et finissaient à peu près 4-5 heures plus tard, puis par épuisement, il y avait des résolutions. Moi, pour moi, ça n'allait pas. Et j'ai dit, en autant que je peux mettre des orientations différentes à l'intérieur des activités du conseil syndical, puis que je puisse avoir une certaine autonomie dans le choix des futurs membres de l'exécutif, bon, je vais considérer. Et c'est comme ça que je suis devenu président du syndicat et j'ai apporté un certain nombre de changements au niveau du fonctionnement, au niveau du membership à l'exécutif et au conseil syndical. Le contexte dans lequel j'entre au SPUL, dans ma tête, le gros point, qui était devenu un enjeu. Bon, tu avais le financement des universités, ça allait, mais je n'arrivais pas à imaginer que ce financement-là serait objet de coupure. Il a été plus tard avec Legault, mais pas avant. Et il y avait surtout le projet de créer un bicamérisme. Et ça, pour moi, c'était l'enfer. En fait, l'enfer. C'était une approche. Le modèle visait à mettre à niveau l'Université Laval par rapport aux universités ontariennes. On ne parlait pas des universités américaines et des universités britanniques, on parlait du modèle des universités ontariennes. Et moi, quand j'ai regardé ça, j'ai vu plutôt que c'était une façon pour un recteur et ses recrutés, parce qu'ils sont des recrutés et non des gens élus, d'augmenter sa force de frappe par rapport à tout ce qui avait été fait par le SPUL en termes de contrôle à la fois des conditions de travail, sur le plan salarial ou autre, là, mais aussi sur les conditions de travail des professeurs en termes de statut de professeur, d'autonomie qu'ont les professeurs. Pour moi, c'était ça l'enjeu. Et j'avais accepté aussi de devenir président du SPUL sur cet enjeu-là. C'était ma façon. Moi, j'ai toujours défini le professeur, peut-être parce que je viens d'un milieu ouvrier, là, ce sont des gens qui ont un métier et qui tiennent à le conserver. C'est quelque chose qui ne se négocie pas. Pour moi, devenir professeur, c'était dans le même type. Tu as un statut de professeur et tu dois assumer ce statut-là. Autrement, tu deviens quasiment un chargé de diffusion de savoir sous l'autorité de ceux qui contrôlent l'université. Et à l'époque, les professeurs avaient un grand contrôle sur le savoir. Tout
la stratégie de syndicalisation s'est faite à partir de cette logique-là. Et Joël Denenou a travaillé dans cette perspective-là. Donc, moi, c'est ça qui correspondait à mon engagement à l'intérieur du SPUL. Et je l'ai maintenu durant les 4 ans où j'ai passé. Mais je dois dire que, oui, je l'ai maintenu, mais il y a eu des résistances à l'intérieur même de l'exécutif. Une des choses que j'avais organisées, c'est pour empêcher une prise en charge par l'université des unités professorales, des unités départementales, au niveau de la sélection des professeurs et des orientations. La direction de l'université, avec Gervais, voulait mettre la main sur ça pour pouvoir orienter selon les vues du recteur et de son conseil d'administration qui était un appui, point à la ligne. Il voulait avoir une influence sur cette orientation, comme du temps où les religieux contrôlaient l'université. C'était un religieux, Gervais. Bon, il y en avait d'autres autour de lui. Et je voyais très bien que c'est ça qu'il fallait renverser. J'organise une pétition avec les professeurs. Le résultat de la pétition, il y a à peu près à l'époque 1000 professeurs, peut-être 200 plus ou moins en sabbatique. Et le résultat donne 780 contre le projet pour 32, 33. Là, ce qu'on me dit, le recteur et son entourage, me dit « Ben, toi, t'as forcé le bras, t'as joué au syndicalisme de rue, etc. » Ces gens-là voulaient le pouvoir, ils l'ont eu, mais moi, j'étais un bon exécutif devant ça. J'ai dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Personne ne voulait continuer la bataille. Donc, ou je la faisais seule, ou je démissionnais. J'ai pas démissionné, parce que c'est pas dans mes logiques, tout. J'ai continué la bataille, mais je savais que c'était plus une bataille que voulaient mener des profs. Donc, on a travaillé sur d'autres éléments. Bon, il y a un collège électoral qui existait. Il y avait déjà eu des batailles pour une élection. Gervais, je ne sais pas trop comment il avait été élu. Mais c'était le collège électoral qui était composé des membres, les professeurs, les étudiants, les administrateurs qui étaient à l'intérieur d'un organisme qui conseillait ou prenait des décisions à la demande du directeur. Et ce collège-là, il a élu Gervais, et Gervais a mis de l'avant son projet de bicaméralisme. Et avec un conseil d'administration. Pour lui, c'était essentiel, parce qu'il avait besoin du père directeur avant, de celui qui va diriger l'exécuteur à l'intérieur de l'Université Laval. C'était ça. Et comment ça se passait? Sur le conseil universitaire, les profs étaient comme majoritaires. Il y avait à la fois des profs délégués parmi les profs, puis il y avait ceux qui étaient les directeurs de département, puis les vice-doyens. Donc, c'était ta structure, mais c'était des profs, tout ce monde-là. Mais c'est ce pouvoir-là que voulait transformer Gervais. Il l'a fait. Parce que c'est ce pouvoir qu'ont pris avec le temps les profs pour affirmer une université de profs. À McGill, tu as un financement qui vient de donateurs assez énorme. Ici, tu avais juste du financement qui vient en grande partie du gouvernement, très peu par les scolarités. Il y avait quasi un manque pour la direction de réaliser ces projets. Parce que les directeurs ont toujours, les directeurs puis son entourage, ils ont toujours des projets de contrôler, se réaliser en étant administrateur. Et
ça, ils ont essayé de le réaliser en ayant un conseil d'administration de personnes qui venaient du milieu des affaires. Laissant entendre que s'il y a des gens qui viennent du milieu des affaires, on aura plus de sous. Ils sont rentrés dans ce modèle-là. C'est pour ça que moi, ça m'est apparu la première brisure à l'intérieur de l'université. Et c'est cette brisure-là qui m'a fait mal. Elle m'a fait mal comme professeur. Parce que là, j'ai vu que le statut de prof qui était antérieurement avec un certain contrôle sur ses propres activités était disparu. Et je me souviens d'un geste qui avait été posé par le recteur Gervais, de son entourage. Ils avaient voulu mettre à la porte Nicole Gagnon. Ça dit quoi peut-être? Nicole Gagnon, qui est sociologue, qui est prof en sociologie, etc., qui donnait un enseignement assez original, je dirais même sur le modèle que j'ai découvert quand j'ai fait une période de sabbatique en Angleterre, qui est le modèle britannique quasiment d'enseignement. Elle donnait un cours avec une série de lectures à faire, puis les étudiants devaient travailler, mais elle n'était pas là au deuxième, au troisième, au quatrième cours. C'était pas nécessaire. Puis là, elle avait des travaux. Bon. Elle faisait ce genre d'enseignement-là, puis on la met à la porte. Comme président, et je peux, le comité de grief, l'exécutif et moi-même, on a fait une charge majeure sur le recteur et son entourage pour... c'est ça, on a gagné. On a gagné, a été réhabilité. Tu laisses passer ça, puis là, il va y en avoir d'autres têtes qui vont sauter. Puis moi, quand j'étais sur le comité de guerrière, on avait ramené des têtes. Ils nous ont fait sauter d'autres, parce que c'était toujours l'objectif qui était recherché, c'est d'avoir le contrôle sur toi t'es correct, toi t'es pas correct, on t'enlève. Si tu permets ça, t'as plus de liberté universitaire, tout le monde travaille un peu, les fesses serrées, puis ont peur. Et ça, c'est fatal pour une université. Mais on continue aujourd'hui à le faire pareil. C'est ma vision du syndicalisme. C'était les deux volets. Donc, c'était à la fois le statut de prof et les conditions dans lesquelles... Quand j'arrive à l'université là-bas, moi, je suis payé par le gouvernement. Et quand je regarde les salaires que les profs avaient, je suis là. Les autres sont tous là. J'avais un salaire de 18 900 quand je rentre, négocie ça, l'équivalent de ce que j'avais. Puis je rentre à l'université, puis là, les profs qui sont là, c'est 5 000, 6 000. Les plus élevés, c'est à peu près 9 000. Donc, on est en sur les 16. Et là, je dis, non, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de sens. Donc, j'embarque là-dedans. J'étais en grève aussi. On me dit, tu vas avoir accès au fonds de grève. J'en veux pas. J'en veux pas d'accès au fonds de grève, j'ai pas payé une scène. Donc, le fonds de grève, pour les autres, moi, c'est pas nécessaire. De toute façon, je suis capable de vivre sans ça. Et après, quand la convention collective a été signée, ben là, j'ai eu une perte de salaire de 900 $. Mais ça, je m'en foutais comme dans le 40, c'est pas ça qui était important. C'est la lutte qui a été menée pour transformer un système qui était pourri. Tu sais, tu avais des profs qui avaient des statuts, secrétaire, plus salaire, plus dépenses payées, etc., parce que ils travaillaient très bien avec l'administration. Je ne dis pas lesquels, là, mais il y en avait plusieurs. Puis ensuite, tu avais des profs qui étaient en médecine, en génie, etc., en droit, qui pouvaient jouer sur les deux tableaux. Donc, c'était pas une carrière de prof, c'était pas totalement une carrière de prof. Tu continuais ton activité avec une entreprise à côté, des contrats, etc., de conseiller. Bon. Ça n'a pas été possible de changer ça, parce que tu avais des cultures à l'intérieur de chacune des unités. Mais les conditions de travail, on les a corrigées. Comme on a corrigé au SPUL, à l'époque, on a fait disparaître les suppléments qui étaient versés au fonds de retraite pour les administrateurs. Parce que, tu sais, un prof devenait administrateur, il y avait
son salaire d'administrateur, puis il était plus élevé, donc les cotisations étaient plus importantes, de telle sorte que quand il prenait sa retraite, il y avait toujours un bonus. Donc, il y avait un attrait. On a coupé ça. Le régime de retraite, j'ai travaillé beaucoup. Ça, c'est après mon échec là, sur le bicaméralisme. J'ai travaillé sur le régime de retraite. C'était un régime de retraite qui regroupait trois entités. Le personnel de soutien, le personnel administrateur et les profs. Et là, tu analyses ça, tu vois que les profs se trouvent à payer des montants, parce qu'il y en avait plusieurs profs qui avaient des salaires plus élevés, donc ils payaient plus de cotisations, mais leur cotisation maximale au régime était limitée. Mais ils en payaient plus, mais ça ne rentrait pas. Donc le plus allait vers les autres. Ce qui était une forme peut-être de gestion religieuse particulière, là, parce qu'à l'époque, quand ça a été créé, je ne sais pas trop comment c'était, malgré que j'ai bien analysé ça. Et là, l'idée a été de séparer les trois, d'avoir un régime pour les profs et les deux autres, chacun un régime qui leur convenait. Et ça a amené une certaine indépendance des profs par rapport au jeu global du fonds commun, parce que tout ça était dans un fonds commun, et on a pu aussi orienter nos politiques de placement propres pour la situation des profs. Parce qu'à l'époque, il faut dire qu'il n'y avait pas grand prof qui était à la retraite. Et ceux qui étaient à la retraite étaient dans la dèche. Quand il y a eu des augmentations par rapport au seuil que permet les régimes de retraite, tu ne peux pas dépasser 10 au-delà pour que tu arrêtes de cotiser. Tu as les surplus, qu'est-ce que tu fais avec? L'université voulait avoir sa part, et moi, je connaissais la situation de profs qui étaient quasi sur le bien-être social à la retraite, là. C'était pas, tu sais, ils avaient un revenu peut-être de 3 à 4 000, 5 000 piastres, pas plus. Dans les années 90, là, on a utilisé les surplus du fonds pour le transférer, pour corriger l'état de la situation de plusieurs retraités et aussi corriger le régime pour bonifier le régime pour les profs. Peut-être trop, mais peut-être pas assez, je ne sais pas, là. Mais je sais que les derniers changements qui ont été apportés, je n'ai pas aimé la façon dont ça s'est passé parce qu'on n'a pas tenu compte de ces éléments-là. Et on n'a pas tenu compte que celui qui s'en était bien tiré dans l'ensemble du régime, c'était l'université. C'était pas les profs. L'université refusait de payer au-delà de son 9 %, n'assumait pas sa responsabilité. Mais si tu n'assumes pas, tasse-toi baquet. Moi, c'est le même que je fais les choses, mais elle voulait ne pas assumer, mais gérer quand même. Ah, mais après, ça a été plus difficile parce que là, les profs ont senti qu'ils perdaient le contrôle de l'université. Si tu perds le contrôle sur ton activité de professeur, te mobiliser, il faut d'autres choses. Et la grève sur le régime de retraite est devenue l'autre chose. Et je vois des profs, là, à l'Assemblée générale, Claude Banville est président, tu as le conseiller du syndicat du régime de retraite pour le régime de retraite et aussi pour le SPUL, qui est dans la salle, puis il explique, puis il défait totalement l'approche de l'université. Moi, je suis dans le fond de la salle, je ne dis pas un mot, parce que je connais tout ça, puis c'est pas à moi de prendre la parole puis jouer à l'ex-président. Ils font la job correct. Et les profs sont mobilisés, et la grève perlée a fonctionné sur cette base-là. Parce qu'il y avait mobilisation, touche pas à mon fonds de régime, touche pas à mon régime de retraite. Tu sais, si tu as touché à mon statut de prof, tu ne toucheras pas à ça. Et ça a été la deuxième mobilisation.
Bon, depuis, on va dire franchement, j'ai pas trop suivi de près ce qui s'est passé par la suite. Ah, ben, le SPUL était membre de 2 fédérations. Tu avais la Fédération québécoise des professeurs d'université, puis tu avais la Fédération canadienne des professeurs d'université. Bon, dans les 2 cas, on payait pour des services qu'on se donnait. Je ne sais pas si tu me suis, là. On avait notre bureau d'avocats, conseil, on avait des avocats à notre service, on avait notre bureau, le régime de retraite avec contrôle sur son régime, avec des conseillers. Le SPUL était nanti. On avait un comité de grief bien blindé, une expérience, et on était prêt à supporter d'autres syndicats en lutte qui sont plus petits que nous, mais pas à se faire siphonner, payer à la fois pour des services via la Fédération canadienne, qui, elle, avait une vision, un peu comme le Canada, là. On va avoir un gros centre pour pouvoir aider les petits, et, supposément. Et bon, nous, on regarde ça aller, on dit, pourquoi on paierait des cotisations assez importantes à la Fédération pour des activités, pour des supports qu'on pourrait donner à des professeurs dans des petites universités supérieurs au montant qu'ils reçoivent de la Fédération. Il y a eu une grève dans une université dans les Maritimes, je pense, c'était en Nouvelle-Écosse, et le SPUL, on a pris une décision d'exécutif, on a envoyé un montant d'argent substantiel. C'était 10 fois supérieur à ce que fournissait. Bon, les gens qui étaient autour à l'exécutif avec moi, bon, on regardait ça, puis c'est surtout un prof là, en administration qui a tout analysé en détail, puis on a décidé de présenter un autre modèle. On n'était pas pour dire, c'est comme ça, on s'en va. On présente un autre modèle. Je vais le présenter à Toronto. Et c'est reçu, mais c'est battu. Et les gens me donnaient le décompte. Il y avait 2 ou 3 conseillers qui étaient sympathiques à notre approche. Puis ça a été battu. Bon. C'est comme tu dis, il faudrait que ça soit comme ça, puis là, on accepterait comme ça. Comme c'est pas comme ça, ben, on ne peut plus rester là. Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai négocié avec le président de la Fédération de retraite. Le SPUL était aussi sur différents autres organismes. J'ai été actif sur d'autres, mais de mémoire, c'était une action qui quand même pas, qui impliquait pas des fonds majeurs. Là. On avait un budget et c'était un support. Ce type de support-là était quand même important dans la mesure où ça nous branchait, à l'époque, là, ça c'est des années 76-80, ça nous branchait sur le milieu, ça nous branchait sur le changement qui se faisait au Québec. Parce qu'il faut bien savoir, la grève de 76, si elle se règle, c'est en grande partie par l'élection du Parti québécois qui a accepté qu'il y ait un arbitrage. Et sans ça, on a fait quand même 4 mois de grève. C'est une des plus longues en milieu universitaire. Et je me souviendrai bien, j'ai participé activement à cette grève-là. Et est-ce qu'on a eu des supports de l'extérieur à l'époque? Pas tellement. Le support majeur qui est venu, peut-être que ça a été dit, ça a été écrit, c'est quand on a voulu créer un fonds de grève, on n'en avait pas, ce sont des profs qui ont hypothéqué leur maison pour financer le fonds de grève du SPUL. Et c'est pour ça, moi, que j'ai pas voulu avoir accès au fonds, parce que là, c'était même pas des cotisations, c'était des emprunts.
Bon, le SPUL pouvait rembourser après, là, mais il prenait un risque. Hein. Si agréable, réussit pas, là, si le SPUL est cassé, les gens avaient mis leur maison, donc ils y croyaient énormément. Là. Ça, c'était pas des profs là, qui avaient des petits salaires, c'était des profs qui avaient quand même... Donc, il y avait ce mouvement-là qui était important, et la relation avec la communauté, bon, en fait, avec les groupes... organisé dans le milieu, c'était un point qui était important à l'époque. Je ne sais plus si c'est encore le cas. Là. Disons que mais il y a une continuité hein, dans tous les points que je t'ai signalés tantôt. Là. Petit, oui. Je dirais plus un gros petit. Un gros petit, parce que je continue là-dedans et pour moi, l'idée que les profs ne soient pas uniquement des collecteurs de fonds pour les subventions, pour moi, c'est un point important. Le statut de prof, si on le regarde, c'est pas un collecteur de fonds puis un superviseur d'étudiants qui l'engage. C'est pas ça. C'est un chercheur qui enseigne et qui se met au fait de tout. Il y a un salaire, quand même, qu'on est allé chercher dans les conventions collectives qui fait que tu as une marge pour pouvoir être actif en recherche. À moins que tu veuilles tout mettre ça sur ta maison. Puis, donc, moi, j'ai mis beaucoup d'argent de mon statut de mon revenu de prof à faire de la recherche indépendante. Et je continue à faire ça. Là, je suis à la retraite comme prof depuis un certain temps. J'ai écrit un roman, là, je suis en train de faire un essai politique sur l'avenir du projet d'indépendance au Québec, des conditions de base, etc. Mais je m'investis là-dessus, je fouille, je recherche, j'ai mes contacts, j'ai mes informateurs ici et là. Je suis de près ce qui se passe. Mais un prof, c'est un peu dans ma tête. Ça, donc, il y a un savoir qui peut véhiculer, il y a aussi une conscience sociale, il y a aussi des intérêts de recherche. Bon, en termes d'intérêts de recherche, moi, les processus menant à l'indépendance des pays, j'allais analyser, mais je n'aurais jamais osé même demander une subvention parce que ça aurait été non, 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 non. Tu ne peux pas avoir une subvention du gouvernement fédéral ou du gouvernement du Québec qui va te donner des fonds pour faire une analyse des mécanismes propres à l'indépendance du Québec ou comment les pays sont devenus indépendants. J'ai été professeur, oui, j'ai eu une sabbatique, mais l'esprit est venu vite me chercher pour m'occuper du régime de retraite. Et là, j'ai négocié, parce que là, ça impliquait, un régime, là, il fallait mettre sur pied le bureau de la retraite. Tu sais, je me suis occupé de tout ça, je me suis occupé du fonds commun de placement, donc je n'étais pas un spécialiste du placement. Je connaissais pas mal l'économie. J'ai eu une formation dans l'anthropologie économique avec Salisbury. Je connaissais un peu, mais pas toutes les stratégies dans le placement. Tu apprends vite. J'ai appris ces trucs-là. Donc, le fait de m'investir, en fait, je me suis retrouvé prof quasi à demi-temps comme prof et libéré pour ces activités-là. Par contre, j'ai négocié des libérations qui étaient avantageuses pour le département. Et j'ai introduit les compensations pour les libérations. Par exemple, si je suis libéré à demi-temps, il faut que le montant d'argent s'en aille à l'unité. Avant, tu n'avais pas ça. Tu avais des petites sommes, là. Mais le montant d'argent, la moitié d'un salaire, c'est beaucoup. Hein? Et je pense que ça existe encore, ce mécanisme-là. Ça, c'est moi qui ai travaillé pour ça, parce que je me disais, je ne peux pas donner un enseignement
parce que si je suis juste libéré pour X montant, ça veut dire que je ne suis pas présent bien au SPE, au régime de retraite, etc. Mais ces activités-là demandent du temps. Donc, si je les fais, ben, il faut que le temps que je ne passe pas au département soit compensé par... Et ça a permis à la direction de faire toutes sortes de projets avec ça. C'était pas mon souci, je n'avais pas à contrôler ce que la direction fait de ça, mais c'est un mécanisme qui permet à ne pas priver les unités des ressources qu'elles avaient avec le professeur. Pour moi, le professeur, bon, okay, j'en ai fait des recherches subventionnées, c'est pas... mais je me suis rendu compte que quand tu fais de la recherche subventionnée, dans le fond, tu te pièges en grande partie au niveau de la liberté, de ta liberté. En fait, tu te campes, là, on te donne des sous, puis là, pour pouvoir continuer à opérer là-dedans, il faut que tu fasses d'autres demandes. Tu deviens une machine à accueillir des fonds pour l'université. Et l'université applaudit tous les profs qui reçoivent beaucoup d'argent, et les autres profs, mais n'ont pas ces conditions-là. Ils ont leur enseignement et ils ont leur activité. Ils peuvent faire des activités de recherche. Comme ils n'ont pas de subvention, ils s'imaginent qu'ils ont juste à faire de l'enseignement. Et ça, c'est ça le modèle entrepreneurial, c'est que la vision que les profs ont d'eux-mêmes, c'est de devenir des entrepreneurs de recherche et non pas des entrepreneurs de savoir. C'est pas tout à fait pareil comme activité. Et entrepreneur de recherche, c'est des fonds, c'est non d'étudiants. J'écoutais l'autre jour les commentaires de l'Université de Montréal et des professeurs de l'Université de Montréal concernant les étudiants étrangers qui risquaient avec les règles que voulait imposer le gouvernement Legault. Ce qui m'a quand même le plus frappé, c'est de voir le recteur de l'Université de Montréal puis des profs de l'Université de Montréal dire « Mais si on n'a pas ces étudiants-là qu'on paye à peine, qui sont des gens qui ont des subventions, qui ont des bourses de recherche, etc., qui permettent de développer un savoir, qu'on paye à peine, qui permettent de développer un savoir, etc., on ne pourra plus être compétitif par rapport à des grandes universités. Là, moi, je regarde ça. Bon, dans une université américaine, ça ne fonctionne pas sur ces bases-là. Ils ont des fonds, des donations qui permettent ce genre de... McGill, c'est ça aussi. J'ai des personnes dans mon entourage qui travaillent à McGill, mais ce n'est pas des salaires dégueulasses qu'ils reçoivent. Ils sont payés quasiment mieux que... aussi bien que des professeurs, mais dans des conditions de recherche. Bon. À Montréal, on utilisait ces gens-là pour développer un savoir qui ne coûte pas cher, mais qui rapporte à qui au juste? L'étudiant qui fait son doctorat, bon, il va avoir un doctorat, va-t-il avoir un emploi après? C'est problématique. Où va-t-il aller travailler? Probablement dans une des entreprises de son prof, probablement dans une des entreprises qui a financé les activités de son prof. Donc, c'est, à mon avis, une dérive de l'activité universitaire parce qu'on se sert plus des étudiants que... bon, est-ce que des étudiants pourraient, sans toutes ces subventions, se tirer assez bien? J'en ai aucune idée. Tout ce que j'ai pu voir à l'Université Laval, c'est que les revendications des étudiants à la maîtrise, mais surtout au doctorat, étaient d'avoir des revenus un peu plus décents. C'est une bonne chose. Au moins, il y a ça. Est-ce que c'est partout comme ça dans les autres universités? Je ne sais pas. Mais ça implique quand même peut-être des fonds de recherche énormes. Et les autres profs qui n'ont pas de subvention, ils n'ont pas d'étudiants à la maîtrise, un doctorat. Donc, ils achètent quasiment leur statut de directeur de recherche. Je n'ai que rarement eu
j'en ai encadré beaucoup d'étudiants à la maîtrise et au doctorat, je pense que c'est 40, 50, je ne me souviens pas trop. Et j'en ai jamais payé dans mes fonds de recherche. Mais c'est ça, ce genre d'apport. Moi, quand je regarde ce que j'ai fait, c'est quasiment juste un petit ajout sur un certain nombre de dossiers, parce que le gros avait été la grève de 76, et là, ça avait été majeur. Il fallait après maintenir. Bon, il y a eu le maintien à deux moments, et celui sur la dimension académique. C'est peut-être le dernier point que je vais te dire. Puis ça va être dur un peu. Tu feras ce que tu veux avec. J'ai été entouré de personnes actives. Bon, il y en a qui avaient une ligne syndicale. Point. Dans ma tête, cette ligne syndicale correspondait à la ligne que voulait que soit le SPUL du côté administratif. Tu vois, là, moi j'étais prof, chercheur, statut de prof, plus conditions de travail. Et certains membres de l'exécutif étaient conditions de travail. Bon. Ce que j'ai noté après, c'est que la plupart des plusieurs personnes qui ont fait un travail au SPUL, qui ont enrichi leur savoir sur l'université et qui sont devenus administrateurs. Et ça, pour moi, ça a été la chose la plus difficile à accepter. Je ne l'accepte pas encore. C'est contraire à ma conception du professeur dans une université. Si tu es prof, il me semble que l'administration, ce n'est pas ton premier souci. Par contre, si tu cherches à avoir des revenus supérieurs, avoir tout ce qui vient avec l'administration, te donner l'impression que tu construis l'université, parce que l'université, ça ne se construit pas par les administrateurs, ça se construit par des profs. Ça se construit par des étudiants. Pour moi, le rapport de base est étudiant-prof. Ben, si tu t'en vas dans l'administration, c'est ça que tu minimises. Et ça, pour moi, c'est peut-être le point le plus triste à dire, c'est que je n'ai jamais compris. Je comprendrai peut-être jamais que des profs qui ont été actifs au SPUL aient choisi après de faire une carrière d'administrateur. Dans le système que tu viens de présenter, ceux qui obtiennent des postes, peut-être pas les directions de programme, là, ça je ne suis pas trop au courant, direction de département, direction au niveau du décanat, etc. Quand tu montes dans l'administration de l'université, plus tu montes, plus tu as de timbres qui te collent aux fesses. Bon. Ça, c'est la façon dont le clergé a géré de la petite église locale jusqu'au diocèse. Même jusqu'à... Bon, tu sais, c'était le modèle. T'sais, ceux qui sont au diocèse, ils ramassaient tout, ils ramassaient les timbres. C'est le même modèle. Bon. Peut-on envisager un système qui fait que des profs soient sur différents comités d'administration sans supplément? Enlève les suppléments. Ceux qui vont y aller, ils vont y aller comme une fonction de prof. Et ça va être à l'université la même chose. Le recteur, celui qui se fait élire recteur, il va être dégagé de son unité. Il a son salaire, pointe à la ligne. Pourquoi qu'il y aurait un supplément? Qu'est-ce qui fait que parce qu'il est recteur, il faut qu'il y ait un revenu supplémentaire?
Donc, tu aurais des gens qui seraient dans la direction de l'université sur d'autres bancs. Parce qu'il y a le salaire, mais il y a aussi les frais de dépenses. Ça, c'est suffisant pour justifier. Mais c'est pas... Ça a l'air d'un modèle d'université à peu près où il y a 3 000 à 4 000 étudiants, pas plus. Mais tu peux mettre une structure, mais c'est pas possible. Tu sais, tu peux l'imaginer, mais c'est pas possible dans le contexte actuel de penser en ces termes. Parce que tu as eu ce modèle-là qui est demeuré en place, puis qui est là. Et comme il est là, bien, il y a tendance sur un nombre de personnes de s'approprier les fonds qui viennent avec, puis aussi le pouvoir qui vient avec. Quand j'ai quitté, j'aurais pu demeurer encore 2-3 ans, mais ça aurait été dur de demeurer 2-3 ans. Parce que, bon, c'était plus l'université que j'ai connue dans les années 70-90, celle que j'ai essayé de maintenir pendant 4 ans, puis celle pour laquelle j'ai travaillé après au niveau en lien avec le SPUL sur le régime de retraite. Mais ce n'est plus ça. Les 2 morceaux, académiques et retraite, ont été bafoués. Et la retraite a été bafouée par des profs qui étaient avant au SPUL.